Suivez le poste, mesdames et messieurs, c'est dimanche et dimanche c'est Info 7. Ce soir, nous avons le réel plaisir de recevoir Jean-Claude Katende. Il tient de main de mettre son association Lazado. Avec lui, nous allons en tout cas décortiquer le temps fort de l'actualité de cette semaine qui est toujours marqué, vous le savez, par le dossier 15 millions de dollars, marqué par le prochain voyage du chef de l'État, et il y a plusieurs autres grands sujets de l'heure. Très heureuse de vous recevoir, Jean-Claude Katende. Merci, madame. Je vous en prie, Jean-Claude Katende, je vous suis sur Twitter, nous sommes amis sur Twitter, et chaque matin, je vois comment les gens vous, comment je peux dire, vous injurient, je ne mâche pas les mots, beaucoup de gens sont critiques vis-à-vis de vos propos et tout ça. Comment vous supportez, Jean-Claude Katende, ce flot de critiques, de fois même de haine envers votre personne, tous les jours, sur votre compte Twitter? Oui, il faut dire, madame, que c'est un travail que nous avons choisi, le travail de militer pour les droits de l'homme, mais aussi pour la démocratie, et particulièrement pour un état de droit. Et vous savez, dans un pays où il y a plusieurs personnes qui sont fanatiques de l'une ou l'autre personne sur l'échiquier politique ou social, il est tout à fait normal de comprendre que ces insultes arrivent à flot, comme vous le dites, mais nous pensons que c'est un travail appréciable et indépendant que nous faisons, qui suscite toutes ces critiques, et nous avons le courage de les supporter parce que nous savons que c'est utile. Avant d'entrer dans ce dossier proprement dit, mais il y a une certaine opinion, je lis, parce que je vous suis sur Twitter, beaucoup disent que c'est un acharnement personnel envers Vital Kamerhe, nous allons y arriver, mais il y a certaines personnes aussi, certains Congolais qui vous reprochent le fait de choisir certains combats, comme il y a des combats dont vous ne parlez jamais, par exemple sur l'Ebola, bon, on ne sent pas Jean-Claude Katende parler, sur quel sujet par exemple, les droits de l'homme, il n'y a pas d'eau à Goma par exemple, vous n'en parlez jamais, les prix de l'Internet par exemple, Jean-Claude Katende en parle, mais quand il s'agit des sous, quand il y a quelque part un peu d'argent, là Jean-Claude Katende se lève parce qu'on sent, il y a même certaines personnes qui disent que vous êtes soudoyé par Moïse Katumbi, les machins pas, pour combattre Vital Kamerhe, et que vous êtes soudoyé par Moani Minal, l'ex-directeur de cabinet de Joseph Kabila, que vous recevez de l'argent chez certaines autorités pour saquer d'autres. Est-ce vrai, Jean-Claude Katende? Je ne pense pas que cela soit vrai. Et je pense même que les personnalités qui sont citées comme étant celles qui nous donneraient de l'argent sont des fois surprises. Il y a sous peu quand... En 2016, nous avons été avec Vital Kamerhe et les autres sur l'île de Gorée. Les gens disaient que c'était pour renverser le régime de Kabila. Et que moi-même, j'étais manipulé par M. Vital Kamerhe. Vous voyez? Et aujourd'hui, que nous prenons position dans ces dossiers, les gens disent que nous sommes soudoyés par Moïse Katumbi pour combattre M. Vital Kamerhe. Nous sommes soudoyés par Milania. D'ailleurs, Milania lui-même, si je le vois sur la route, je ne sais même pas si je vais le reconnaître ou s'il va me reconnaître. Donc, ce qui est vrai, c'est que nous sommes dans un pays où les gens utilisent l'arme la plus faible. C'est soit que vous êtes tribaliste, soit que vous avez reçu l'argent de telle ou telle autre personne. Donc, voilà, soit vous avez la haine, soit vous avez la jalousie. Moi, je dis une chose qui est vraie, c'est que militer pour un état de droit, ce n'est pas une chose facile. C'est un combat qui va vous amener plusieurs ennemis. Et vous allez vous rappeler que M. Etienne Tshisekedi Mulumba a été traité de tous les maux ici en République démocratique du Congo. Mais il faut savoir défendre les choix qu'on a faits pour la vie. Droit dans ses bottes, dans ses convictions jusqu'à la mort. Être droit dans ses bottes. Et moi, je pense que je suis une des personnalités sur qui personne, en commençant par le président Joseph Kabila qui vient de partir, jusqu'à Félix Tshisekedi, aucun politicien ne peut dire qu'un jour il m'a reçu et il m'a donné de l'argent. Aucun. Alors, par rapport à d'autres combats, pour comprendre tout bien, il y a d'autres combats qui sont minimes, d'autres sont... Non, pas du tout. Les problèmes, c'est que les Congolais voudraient que Lazado soit partout et s'occupe de tout. Mais c'est une petite organisation. Ici à Kinshasa, nous n'avons que 10 personnes. En République démocratique du Congo, il y a plus de 3000 organisations.
des droits de l'homme comme des développements. Mais on voudrait que la ZADO soit partout. On n'en a pas les moyens, ni matériels, ni financiers, ni, je dirais, humains. Mais le travail que nous faisons, c'est de nous occuper des dossiers sur lesquels nous pensons qu'ici, les gens auront peur d'aborder ce genre de questions et nous nous y enfonçons. C'est comme la question... Vous n'avez pas peur pour votre vie, ou votre propre vie? Oh, vous savez... certains y ont perdu les leurs. Hein, oui. Vous n'avez pas peur pour votre vie? Non, vous avez parfaitement raison. Mais l'une des choses que nous devons, nous tous Congolais, combattre, c'est la peur. Parce qu'en fait, la peur donne à ceux qui veulent fossoyer l'état de droit en République démocratique du Congo de continuer. C'est pour ça que je pense que quand on fait un travail par conviction, quels que soient les dangers qu'on court, on sait que c'est utile. C'est utile. Et ça c'est utile, évidemment, parce qu'aujourd'hui, qui peut dire que la ZADO n'a pas contribué à l'alternance politique en République démocratique du Congo? Aujourd'hui, nous avons un peuple qui connaît tant soit peu ses droits. La ZADO y a énormément contribué et nous en sommes fiers. Et je vous assure, madame, que sur toutes les questions difficiles, les gens trouveront la ZADO. Nous avons les dossiers, par exemple, de M. Edi Kapend, où tout le monde... Il a fait plus de 18 ans en prison. Où tout le monde a eu peur, parce que les gens estimaient que ça concernait directement l'ancien président Joseph Kabila et qu'il ne fallait pas y mettre les pieds. Mais la ZADO y a mis les pieds. J'aimerais aussi que les gens voient le travail que nous faisons et qu'ils puissent l'apprécier, parce que c'est en fait des fois des causes que tout le monde abandonne, dont la ZADO s'occupe. Nous prenons le tout premier sujet, mesdames et messieurs, c'est quand même un sujet assez triste, c'est un énième déraillement de train encore en République démocratique du Congo. Ça a eu lieu dans le Tanganyika, en tout cas plus d'une dizaine de morts cette fois-ci, et la réaction de l'honorable Jean-Claude Mvemba par rapport à un scandale que lui dit par rapport au péage, aux taxes dans le Congo central. À suivre. D'après une source locale, l'accident s'est produit vers 3 h du matin dans la localité de Maïbaridi. Le train transportait des marchandises et s'est rendu à Kalemi dans la province du Tanganyika, ce en provenance de la ville de Kindo-Maniema. Selon RFI, plusieurs passagers clandestins étaient également à bord de ce train. À en croire les autorités provinciales, 2 wagons se sont renversés et a tué une dizaine de personnes. Mais le ministre des Actions humanitaires, Steve Mbikai, parle lui des 50 victimes. Signalant par ailleurs qu'une délégation composée des membres de la Société nationale du chemin de fer du Congo et des autorités provinciales se sont rendus sur le lieu du drame. Cela pour déterminer l'ampleur des dégâts et les circonstances de l'accident. Rappelons qu'en avril dernier, au moins 30 personnes avaient trouvé la mort dans le déraillement d'un autre train de marchandises en provenance d'Ilebo dans la province du Kasaï. Victor Oumba, président de l'intersyndicat de la SNCC, souligne qu'à chaque déplacement d'un train de marchandises, des dizaines de personnes y embarquent clandestinement. Pour rappel, 24 morts et 31 blessés, c'est le bilan d'un autre déraillement de train qui s'est produit au mois de mars dernier dans la région du Kasaï. L'unité du Congo central est-elle menacée? Telle est la crainte de Jean-Claude Mvemba au regard des conflits communautaires qui émaillent le débat sur la récente affaire du sextape impliquant le gouverneur et les vice-gouverneurs de cette province. On est en train de lire à travers les réseaux beaucoup de choses. On dirait que les gens veulent provoquer une haine, une guerre fratricide entre le Cataract et le bas-fleuve. Nous n'avons jamais vécu ainsi. Quand Jean-Claude Mvemba défend les us et coutumes du Congo central, il ne voit pas parce qu'il est de la Lukaya, parce qu'il est Moulinfo, parce qu'il est Congo. Je lance un appel solennel à tout le peuple Congo, d'où que vous soyez. Nous ne pouvons pas accepter que notre province puisse être et subir le démembrement qu'aucun ne veut. Pour ce député provincial, l'heure n'est pas à la division, mais plutôt au travail pour relancer les activités de développement de cette province. Je demande à tous les Bambouta, à toute personne d'œuvrer pour la paix, y compris à Longia Congo, Nemanda Semi. Comme vous le savez, avec 23 ans de kabylisme kabyle dans la grande dynastie kabylienne, leur province est au bord de l'eau.
Il est grand temps que nous nous ressaisissons. Peuple Congo, solidifions, allons de l'avant. Dans l'entretemps, au niveau de la justice, les choses semblent s'accélérer. Le procureur général de la République vient de demander la levée des immunités du gouverneur Atou Matouana. Ce dernier est considéré comme le commanditaire de cette affaire qui met à mal les bonnes mœurs au sein de l'administration publique. Monsieur Katendi, vous avez suivi les images assez poignantes de ce énième déraillement de train. On dit que ce sont des trains de marchandises, donc normalement il ne devait pas avoir d'hommes dans ces trains, mais faute de train aussi, donc ces gens sont obligés d'accéder à ces trains de la mort, moi j'ose l'appeler ainsi, pour aller de Kalemi, de Kindu vers le Tanganyika. Alors que doit-on faire aujourd'hui par rapport à ces chemins de fer? Doit-on réhabiliter? Doit-on arrêter un tout petit peu ces trains pour essayer d'arranger un peu les chemins de fer de notre République? Je pense personnellement que les autorités actuelles de la République démocratique du Congo doivent être interpellées par ce que nous venons de voir. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi plusieurs naufrages dans ce pays. Même dernièrement. Presque dans beaucoup de provinces de notre pays. Il y en a eu d'ailleurs ce dimanche, hier déjà. Oui. Donc, chaque fois que les mesures sont prises, elles ne sont pas appliquées. Et comme elles ne sont pas appliquées, on ne voit personne prendre la sanction contre les personnes qui sont... Là, c'est un dossier où Lazado ne parle pas. Non, nous avons beaucoup parlé des naufrages. Parlé de ça, des naufrages. Mais le chef de l'État, on l'avait suivi lors de la visite du chef de l'État vers l'Est de la République. Oui. Il a quand même remis quelques gilets. On avait vu quand même cette action. Il a dit ponctuelle en attendant d'avoir des solutions plus viables. Mais comment doit-on faire avec les trains, avec les humains? Je pense comment pallier à ce manque de train en République démocratique? Non, je pense que la première chose, il faut auditer la SNCC pour voir quelles sont les locomotives aujourd'hui qui peuvent être en état de transporter les personnes. Mais ça, c'est la première chose. Celui qui a été à la tête de cette société est aujourd'hui Premier ministre. Peut-on l'auditer? C'est ça le problème? Peut-on auditer l'actuel Premier ministre, par exemple? Non, mais il faut auditer la société, pas le Premier ministre, la société. Mais il a été à la tête, l'un ne va pas sans l'autre, non? Mais pas les deux. Non, ça va ensemble. Mais d'abord, l'audit doit consister à voir l'état. L'état d'abord des locomotives et l'état des rails. Parce que quand même, que ce soit une personne qui meurt, que ce soit une dizaine, que ce soit 50, ce sont des êtres humains, ce sont des Congolais qui doivent en fait profiter de la nouvelle gouvernance que nous avons. Je pense qu'il faut que des mesures soient prises. Mais s'il arrivait qu'il y a des failles qui ont été constatées et que c'est le Premier ministre actuel qui est fautif, mais il va être remis devant la justice. Et quand nous allons nous y mettre, on dira encore que nous sommes soudoyés par la communauté internationale. Vous êtes le cheval de Troie des impérialistes, on ne sait jamais. La guerre des chiffres, Jean-Claude Katendi, 50 morts selon Stendikai, qui est l'actuel ou le nouveau ministre chargé de questions humanitaires, et 10 morts selon les autorités du Tanganyika. Qui croit aujourd'hui? Non, mais je pense personnellement que pour moi, ça n'a pas d'importance. Même si c'est un Congolais qui meurt dans ces conditions-là, les gens doivent être interpellés. Le problème dans ce pays, c'est que la vie n'a pas de valeur. Les responsables politiques n'avaient pas de cœur pour permettre à ce que les Congolais voyagent dans les conditions confortables. Aujourd'hui, il est impossible de pouvoir se déplacer en République démocratique du Congo sans route, sans rail. C'est impossible. Mais dans les 100 jours de chef de l'État, est-ce qu'on n'avait pas tenu compte des rails, de la voie ferroviaire? Je pense que pas dans les 100 jours de chef de l'État? Non, je pense que c'était un programme expérimental. C'est le seul moyen pour se déplacer à l'intérieur de la... C'était un programme expérimental. Pour moi, il faut que dans le budget qui va être présenté la semaine prochaine, que toutes ces questions soient prises en compte. Est-ce que vous vous rendez compte que pour se déplacer en République démocratique du Congo, il faut principalement l'avion. Et ça coûte énormément, cher. Le trajet entre
Kinshasa et Lubumbashi, ça fait 640 $ aller-retour. C'est la même chose pour l'Est de la République démocratique du Congo. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'à un moment donné, ceux qui nous dirigent donnent la preuve qu'effectivement, ils aiment ce pays et qu'ils veulent le connecter. On ne peut pas concevoir un état de droit sans que les citoyens aient la possibilité de communiquer et de se déplacer. Encore, vous avez parlé des billets. Je fais donc un gros coucou à mon fils qui est allé étudier à l'université de Lubumbashi. Ah, voilà. Manu Kimutu qui est allé à Lubumbashi. On a déboursé, c'est vrai, plus ou moins 350 $ pour le billet. Voilà. Mais revenons chez les Né Congo aujourd'hui. C'est vrai, vous avez suivi Jean-Claude Mvwemba. Moi, je pensais c'était aussi qu'il allait mettre l'accent aussi par rapport aux taxes, mais on va en parler quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, cette affaire de Mimi, je ne sais pas si la ZADO en avait été compte, est-ce que cela fragilise, comme l'a dit Jean-Claude Mvwemba, l'unité des Né Congo? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Le problème, c'est qu'on a mal interprété la question. Quand le gouverneur avait pris la décision d'aller se présenter comme gouverneur, est-ce qu'il avait consulté les gens de sa tribu? Il est allé là-bas en tant qu'individu. Et donc, il ne représentait pas sa tribu. La même chose pour les vice-gouverneurs. Ce sont des personnalités qui sont allées à titre individuel. Mais la tribu a son rôle, même la géopolitique au sein d'une province, ça joue. Parce que moi, j'ai posé la question au Né Congo, et ils disent par exemple, bon, je donne un exemple tout simplement, que par exemple, le gouverneur doit être du Cataract, par exemple, le vice-gouverneur doit être de tel autre territoire, et tout ça. Donc, eux-mêmes essayent d'arranger cet équilibre géopolitique dans le Congo central pour ne pas froisser tel ou tel autre territoire ou district. Donc c'est vrai qu'en Afrique, Jean-Claude Katende, nous ne pouvons pas nous départir de la tribu. Aujourd'hui, si Jean-Claude Katende agit mal, on dira Talamouyako. Aujourd'hui, tout le monde, tous les gens du Bandundu sont traités de Bayaka à cause d'une seule personne qui avait peut-être mal commis ou fait une faute à l'époque. Aujourd'hui, c'est tout Kouiloise ou Kouilois ou tout Congolaise est traité de Mouyaka. Donc c'est vrai que la tribu aujourd'hui a encore ce poids-là sociologique sur nous les Congolais. Effectivement, mais nous devons nous en départir si nous voulons vraiment construire un état de droit. Je ne vois pas pourquoi un gouverneur qui est allé aux élections en tant qu'individu, qui commet des fautes en tant qu'individu, toute la tribu doit s'arranger derrière lui. On doit payer la faute d'une personne. Vous voyez? C'est pour ça que moi j'estime que dans ces conditions, ce que tous les Né Congo devraient faire, c'était d'encourager que la justice soit indépendante et qu'elle puisse rétablir d'abord les faits, la vérité dans cette affaire et condamner tous ceux qui sont coupables. Selon la justice, on a levé les immunités du gouverneur à tout. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un gouverneur puisse comploter un scénario pareil? Ça ressemble à Hollywood, c'est incroyable. Il voulait quoi? Il voulait destituer son vice-gouverneur. On ne comprend pas pourquoi comploter un truc assez macabre comme ça. Non, mais il faut comprendre tout simplement que... Quels sont les enjeux dans cette histoire? Un revenge bond, comme on dit? Les règlements des comptes, tout simplement. Tout simplement. Parce qu'on n'aime pas tel. Alors que les gens, quand vous êtes tous dans une même administration, vous avez l'obligation de vous assister mutuellement, quelles que soient vos différences. Et ça, c'est aussi la conséquence du fait que les gens sont parachutés par leur parti politique. C'est la question que je voulais poser. Oui. La question de moralité. On n'en tient pas compte. Parce qu'aux États-Unis, c'est vrai que comparaison n'étant pas raison, la moralité compte énormément dans le choix des acteurs politiques. Hein. Est-ce que chez nous, la moralité, on ne tient pas compte de ça? Non, on ne tient pas compte de ça. On ne tient pas compte de ça, mais aussi, on ne tient pas compte de l'expérience. C'est pour ça que dans d'autres pays, vous voyez que les gens qui arrivent à des grandes responsabilités comme gouverneurs sont des gens qui ont travaillé dans l'administration, qui maîtrisent un peu le rouage administratif. Ça leur permet d'avoir une certaine maîtrise face à des événements. Quand vous prenez quelqu'un qui n'a aucune expérience, qui n'a jamais été confronté à des questions administratives, d'un coup, parce qu'il est soutenu par tel ou par tel autre, il devient gouverneur, vice-gouverneur,
la conséquence est ce que nous voyons ici. Comparaison. Cette histoire nous replonge un peu dans les Amériques des années 90 avec Bill Clinton, l'affaire de Monica Lewinsky. Oui. Mais on a vu comment les Américains ont traité cette histoire. Le président n'a pas été destitué. À l'époque, sa femme l'a soutenu et il est resté président jusqu'à la fin. Il a d'ailleurs fait 2 mandats, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que la sanction est quand même assez forte vis-à-vis d'Atou ou vis-à-vis du vice-gouverneur? Si c'est un piège, si se rendent compte que c'est un piège, est-ce que le vice-gouverneur doit être puni parce qu'on a tendu un piège? Selon les dernières nouvelles, il y a eu embuscade, il y a eu des tapanes, c'est tout ça. Est-ce qu'on doit le sanctionner, lui? Non, mais c'est pour ça que... Je parle du vice-gouverneur. Non, c'est pour ça que tout le monde doit se soumettre à la justice. Parce que les choses telles qu'elles sont racontées, il n'y a que la justice qui peut établir la vérité. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et en ce moment-là, celui qui est fautif va être sanctionné, celui qui n'est pas fautif va être réhabilité. Mais au-delà de tout ça, il est important aussi de rappeler que le vice-gouverneur a eu quand même un comportement réprochable par rapport à ce qui s'est passé. Même si c'était un piège, même si c'était un complot, je pense qu'il a fait quand même des choses. Heureusement que lui-même l'a reconnu dans la vidéo qui était diffusée. Il a posé des actes, pour moi, qui l'ont rendu indigne par rapport à la fonction qu'il occupe. Nous prenons autre chose, nous parlons du chef de l'État, son discours qui a innové cette fois-ci. Nous avons vu, c'était la toute première fois qu'on voit un tel format dans le discours du chef de l'État et la réaction de l'Union africaine par rapport à ce message à la nation du 5e chef de l'État congolais. Le jour de mon investiture, je vous ai bien entendu me rappeler « Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord ». Les défis de notre pays sont immenses, mais il n'est pas impossible d'y remédier et de commencer ainsi à changer les choses, à changer notre mode de vie en société. Pour engager le changement, dans le contexte politique particulier de la période après l'investiture, nous avons commencé à travailler avec les moyens à notre disposition. Nous avions décidé de ne pas croiser les bras en spectateurs passifs. Pourquoi? Parce que quand on veut changer les choses, on n'attend pas de réunir toutes les meilleures conditions. Nous avons lancé le programme des 100 jours. Ce programme ne va sûrement pas résoudre tous nos problèmes en quelques mois, mais il est un début de solution. Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs, je rêve d'un Congo meilleur. Nous avons le devoir de construire un Congo meilleur où tous les enfants, filles et garçons, ont droit à l'éducation, à la santé. Un Congo où aucun enfant ne dort dans la rue ni ne meurt de faim. Un Congo où toute personne orpheline, veuve, vulnérable ou vivant avec handicap est accompagnée par les institutions de l'État. Un Congo débarrassé de la haine et du tribalisme. Un Congo où nos femmes ne sont plus violées tous les jours. Un Congo où il n'y a plus de guerre. Un Congo où il n'y a pas une province contre une autre province. Un Congo où il n'y a pas ceux de là-bas et ceux d'ici. Un Congo où il n'y a pas ceux d'une église contre ceux d'une autre église. Un Congo où il n'y a pas un camp politique contre un autre camp politique. Je veux un Congo où il n'y a qu'un seul camp, le camp des Congolais unis et fiers de notre riche diversité. Le VA s'approprie les tout derniers messages du chef de l'État congolais à la nation à l'occasion de la clôture de la formation des nouveaux adhérents. Son coordonnateur national, Prince Tchabola, dit être réconforté dans les combats de ce mouvement d'il y a 4 ans passés. Le message du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, est tombé à pic pour nous réconforter. Parce qu'il a dit, tout Congolais là où il est, là où il se retrouve, dans tout ce qu'il entreprend comme démarche, allant dans le sens de promouvoir les changements des Congolais, qu'il ne minimise pas l'effort qu'il entreprend. Et là, nous nous sommes dit, merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Nous avons du vent en poupe cette fois-ci. Dans toutes les activités, projets, campagnes que nous menons, nous allons désormais compter sur nous,
avec nos petits moyens. Le mouvement Vivre Autrement prêche la reconstruction d'un nouveau type de Congolais. De cartes frappées des identités du dit mouvement ont été remises à la 4e génération des adhérents après 3 jours de formation. En tant que femme et surtout dans mon domaine de la santé, j'ai beaucoup aimé la formation et les mouvements Vivre Autrement. La mission du mouvement Vivre Autrement, c'est d'éveiller la conscience du peuple congolais. Au cours de son message du week-end dernier à la nation, Félix Tshisekedi avait insisté sur le changement du Congo, tributaire des efforts de tous. Chers frères et sœurs, je rêve d'un Congo meilleur. Jean-Claude Katende, je rêve d'un Congo meilleur. Cela nous renvoie à Martin Luther King, I Have a Dream. Est-ce que les rêves sont permis aujourd'hui? Parce que I Have a Dream de Martin Luther King pour les droits civiques des Noirs, cela s'est manifesté une dizaine d'années après. Est-ce que le chef de l'État doit nous nourrir de rêves ou doit-il nous nourrir du travail? La question est pertinente, mais je pense qu'il faut les deux. Les deux. Les deux, dans le rêve, on mobilise, on conscientise. Mais je crois que compte tenu de tous les discours qu'on a connus dans ce pays, il faut passer à l'action, c'est-à-dire au travail. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est que le président de la République nous dise le rêve va se concrétiser comment. Comment le dream peut devenir true, le dream comes true. Donc comment passer du rêve à la réalité. À la réalité. C'est ce qui est important maintenant. Il parle du changement des comportements. Ça, nous sommes tous conscients que nous avons des comportements Mais Kabila n'a pas réussi, il a dit, bizarres. 18 ans après, à changer la mentalité du Congolais. Est-ce que Félix Antoine Tshisekedi arriverait à changer la mentalité du Congolais? Je pense que le problème du président Kabila, il n'a pas créé les feelings, c'est-à-dire une relation entre lui et le peuple. Il était trop taiseux, en fait. Il était taiseux, mais il était éloigné du peuple congolais. Et certaines choses qui sont arrivées pendant son régime l'ont totalement isolé du peuple. Ce qui fait qu'il ne pouvait pas obtenir les changements qu'il voulait. Mais aujourd'hui, nous avons un président qui a de l'humain, qui veut que les choses changent. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est qu'il puisse passer à la deuxième phase. Parce que ce sont les résultats qui sont attendus. La deuxième phase pour nous, il doit nous dire comment on va le faire. Et ça, le président ne va pas le faire seul. Il a dit qu'on ne doit pas attendre le bon moment. Donc, il a parlé de ses programmes de 100 jours. Il a dit on ne peut pas attendre. Il n'y a pas un moment idéal pour commencer les changements. C'est pour cela qu'il a mis en place le programme de 100 jours. Mais parlons maintenant du format. Oui. Beaucoup de gens ont critiqué ce format-là. Bon, il y en a qui ont dit que c'est de l'innovation, un autre modèle de communiquer, plus passable, permettez l'expression, avec un fond musical et tout ça. Mais il y a des gens qui disent non, ça fait endormir, c'est pas trop mobilisateur pour le peuple, c'est comme une chanson et tout ça. Est-ce que ce nouveau format a-t-il fait passer le message, selon vous, Jean-Claude Katende? Je pense que le premier problème que ce format a rencontré, c'est le fait qu'il est nouveau. Okay. On n'est pas habitué. Et chaque fois qu'il y a réforme, les gens voudraient toujours rentrer dans l'ancien format. Mais ce qui est vrai, c'est que d'abord, ce discours était très attendu par les Congolais. Pour quelle raison? Il y a beaucoup de gens qui pensaient que dans ce discours, le président de la République allait aborder notamment la question qui concerne l'éducation, parce que c'était à la veille de la rentrée scolaire. Il en a parlé, il a dit qu'il ne veut pas d'un Congo qui doit avoir des chégués et tout ça. Donc c'est une forme d'éducation, il a mettre l'accent sur l'éducation. Oui, effectivement, mais ce qui préoccupait les parents, c'était de savoir la gratuité de l'enseignement, est-ce qu'elle allait être effective? Et aujourd'hui, c'est vrai que l'éducation gratuite pour l'école primaire a été décrétée, mais on a besoin d'une feuille de route. Et ça rencontre beaucoup de problèmes. Oui. C'est pour ça que la feuille de route est importante. Donc, on doit savoir, c'est sûr que tout ne se mettra pas en place, mais il faut se féliciter du fait que le président Félix Tshisekedi a eu le courage d'activer cet article 43 de notre Constitution parce que nous tous, nous l'attendions. Maintenant, il faut une feuille de route pour savoir comment on évolue. C'est en fonction de cette feuille de route
qu'on va pouvoir évaluer. Et la dernière question que les gens auraient voulu qu'il aborde, c'est la question du rapport de l'IGF. Vous voyez? On va en parler tout à l'heure, d'ailleurs, permettez-moi qu'on entre directement. C'est cette affaire de 15 millions qui fait couler beaucoup d'encre de salive. D'ailleurs, beaucoup on reproche encore au chef de l'État de ne pas parler de cette histoire, de faire comme si cette histoire n'existait pas. Mais pourtant, on a appris qu'il a reçu l'inspecteur général des finances, il a rassuré, tout ça parce qu'il se sentait menacé. Le chef de l'État l'a reçu. Et nous allons mettre l'accent aussi par rapport à la levée de l'immunité parlementaire du député Mukebai. Mais l'histoire de 15 millions de dollars ne doit pas changer la conviction du président de la République à changer la République démocratique du Congo. Et on doit aussi se rappeler que la présence de la République n'est ni de loin ni de près concernée dans cette histoire-là. Ce sont les individus qui sont cités dans cette histoire-là, mais sans preuve. Donc, je ne peux pas comment comprendre qu'on doit aggraver cette situation de 15 millions de dollars et mettre ça dans la tête des gens. Moi, je suis juriste, je suis avocat de mon État. Nous disons souvent en droit, actor in incumbio probasso, donc il incombe à celui qui allègue les faits d'en apporter la preuve. Nous pouvons que demander à tous ces gens-là qui spéculent d'apporter les preuves que c'est les autorités ou bien les directeurs du cabinet du chef de l'État qui est à la base de cette histoire-là. Donc je ne peux pas me fonder sur les rumeurs, mais c'est un acte aussi qu'il faut condamner s'il y a eu détournement. Moi je ne comprends pas comment les Congolais doivent demander à cette histoire des rumeurs que le président de la République puisse s'expliquer là-dessus. Le président de la République a des charges, il a trop de programmes, mais il a des affaires à répondre pour que les Congolais puissent se retrouver avec la conviction qu'il a, mais lui demander qu'il puisse réagir en rapport avec cette histoire, mais moi je trouve que je ne vois pas comment on doit s'atteler là-dessus. On a cité son directeur de cabinet, qu'on a cité, mais il s'est défendu, il a dit qu'il n'était pour rien dans cette affaire-là. Il a dit que l'argent était logé dans une banque de la place et qu'il fallait aussi interroger les ministres de l'économie. La décision est tombée dans la soirée de ce mardi. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a décidé de la levée des immunités parlementaires du député Mike Mukebai. Une décision précédée d'une réunion tenue le vendredi 6 septembre, réunion au cours de laquelle l'APK a statué sur la situation de l'élu de Lingwala qui fait l'objet de plusieurs plaintes déposées contre lui dans le cours des tribunaux. Le bureau de l'APK, à travers son président Godempoy, a saisi la cour d'appel de la Gombe pour l'effectivité de cette décision. Désormais, Mike Mukebai perd toute protection et avantage lui accordé en tant que parlementaire. Comme tout citoyen congolais, il devient poursuivable dans le cours des tribunaux. Un coup dur contre l'honorable Mike Mukebai qui, depuis le mois de juin, est sous sanction disciplinaire de l'APK, le suspendant pour une durée de 12 mois avec privation de ses émoluments et interdiction de franchir le siège de l'APK. Jean-Claude Katende, vous faites partie, si je suis ce juriste, de ces gens qui spéculent par rapport à cette histoire de 15 millions. Il a dit, bon, ça c'est la guerre des juristes, hein, il a parlé, je ne sais pas moi, en latin ou quelle langue, je ne sais pas si vous avez redonné cette phrase, mais il a dit, amenez les preuves, parce que Jean-Claude Katende, je l'ai dit dès le début de cette émission, je le suis sur Twitter, chaque jour, il parle de cette histoire de 15 millions. Est-ce que vous avez des preuves que cet argent a été détourné, Jean-Claude Katende? Une question claire, vous avez des preuves? Je suis très à l'aise dans ces dossiers parce que vous savez qu'en République démocratique du Congo, il y a deux institutions qui sont habilitées à vérifier, à investiguer sur les comptes de l'État congolais. Il y a d'une part la Cour de comptes et d'autre part l'Inspection générale des finances. L'Inspection générale des finances a produit un rapport très intéressant sur cette décote pétrolière. Et les conclusions
sont très claires. Il y a un certain nombre de personnes sur qui l'IGF fait reposer la responsabilité. Dans le directeur de cabinet du chef de l'État, il faut le dire. D'abord... Est-ce que ce nom est nommément cité? Ou c'est le titre, ou c'est son nom qui est nommément cité? Non, parce que les gens disent que non, même lui-même l'a dit, mon nom n'a pas été nommément cité. Non, mais il faut pas utiliser la politique. Si on dit aujourd'hui que c'est le président de la République, même si on ne cite pas ce nom, on sait que c'est M. Félix Tshisekedi qui est président en ce moment ici. Même quand on parle du ministre de l'économie, on ne cite pas non plus son nom. On ne cite pas son nom, on cite son titre. Et à l'époque où le rapport a été établi, on connaît effectivement qui était ministre de l'économie. C'est Jean-Michel Boussa, si je ne me trompe pas. Non, c'est Yav. C'est Yav Mouland, Yav Mouland, qui est occupé en même temps, qui était ministre des Finances et en même temps aussi ministre de l'économie, comme d'autres ministres étaient partis à l'Assemblée nationale. Donc on le sait. Et la deuxième personnalité dont le titre a été indiqué, c'est les directeurs du cabinet du président de la République. La troisième personnalité, c'est le conseiller des questions financières du ministère de l'économie et enfin le secrétaire général à l'économie. Voilà les 4 personnes sur lesquelles l'IGF fait reposer la responsabilité. Et étant une institution qui n'a pas le droit de poursuite, l'IGF fait ses investigations et rend son rapport. Et ce qu'elle a fait, c'était de saisir le procureur général près la Cour de cassation pour lui confier le rapport et lui demander de poursuivre. Aujourd'hui, quand les gens parlent des preuves, je peux vous dire, madame, que cet argent est sorti par des chèques qui ont été signés par des individus bien identifiés. Cet argent était logé ou dans quelle banque? On nous dit que c'était à la Robank. Est-ce vrai? L'argent était logé chez Robank. Okay. Et le directeur du cabinet du président de la République a écrit au directeur général de la Robank pour que cet argent soit viré sur le compte du programme de 100 jours du président de la République. Qui a donné cet ordre de virement? C'est le directeur du cabinet du président de la République. A-t-il autorité pour le faire? Non, vous savez qu'il y a un élément du contexte qu'on oublie. C'est que depuis que le président Félix est là, quand on avait constaté que les dépenses n'étaient pas ordonnées au niveau des différents ministères, il avait été suspendu que tous les ministres ne pouvaient plus engager des dépenses sans avoir l'autorisation du cabinet du président de la République. Donc c'est un élément... Le cabinet du président de la République faisait office de gouvernement à peu près pour la sortie des fonds. Oui, en fait pour assurer la surveillance, ce qui était une bonne chose dans ce contexte-là, parce que le nouveau gouvernement n'était pas encore là. Ça veut dire en d'autres termes que M. Vital Kamerhe suivait quand même tous les mouvements de ce compte. C'est vrai que l'ordre qu'il avait donné à la Robank n'avait pas été respecté. La Robank, à la demande du ministre de l'économie, avait viré cet argent sur un autre compte, le compte du comité de suivi des prix des produits pétroliers. Et c'est sur ces comptes-là que cet argent a été retiré par des personnes bien connues. Maintenant, quand on dit... Est-ce que les noms de ces personnes sont cités dans le rapport? Ah oui, ils sont cités dans le rapport. Les noms de ces personnes sont cités. Ils sont poursuivables. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Qui ont ponctionné l'argent. Bien sûr. Maintenant, je pense que la grande question maintenant, ce n'est pas une question de dire on s'acharne contre tel. Vous acharnez contre... Pas du tout. C'est que nous voulons tout simplement... Vital Kamerhe a dit l'argent est là, et bien là quelque part. L'argent est là. Il n'a pas pris l'argent, l'argent est là. Madame, l'argent n'est pas là. Donc c'est la théorie de deux bonbons. L'argent est là, mais l'argent n'est pas là. Non, l'argent n'est pas là parce que sur le compte où il avait été logé a été retiré. Et ce qui est grave ici, l'argent était retiré en liquide.
C'est-à-dire est-ce que la Robank est-elle fautive dans cette histoire? Parce que après tout, quel est le rôle de la Robank? Quel est le rôle de la Robank? Est-ce que la Robank ne demande jamais d'où vient l'argent? La Robank, bon, c'est vrai que l'argent n'a pas d'odeur, hein, l'argent n'a pas d'odeur, mais quand même pour une certaine traçabilité, sinon on dirait que vous blanchissez de l'argent aussi, parce qu'il faut quand même une certaine clarté, une certaine suivi par rapport aux fonds qui viennent dans les banques. Est-ce que la Robank accepte n'importe quel fonds sans savoir leur source de provision? Non, du moment où le compte est ouvert par le gouvernement. Donc la faute ne revient pas à la Robank. Non, la faute reviendrait à la Robank parce que la Robank a fait la rétention de certains documents. Quand on faisait l'enquête par mais la banque ne donne pas tout ça comme ça. Hein. Même en Europe, en Suisse, on ne donne pas des informations sur les clients comme ça. Oui, c'est le droit de l'homme, on protège les clients, on protège les comptes. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que on protège les comptes, mais l'institution qui a mené cette enquête, c'est une institution qui est habilitée à le faire. Ce n'est pas un privé, c'est une institution qui a le droit de vérifier ce qui se passe sur les comptes de l'État congolais. Le silence du chef de l'État par rapport à ce dossier, ce juriste a dit bon, le chef de l'État a beaucoup de choses à faire et tout ça, donc ça suit. Non, il a quand même reçu cet inspecteur pour le calmer, dire que non, vous ne serez pas poursuivi, il n'y aura pas de... Non, le président de la République a bien fait. Nous avons été contents. C'est pas une forme d'intimidation? Non, je pense que nous avons là. Ce que les gens oublient, madame, c'est que M. Moubenga, qui est mis en cause aujourd'hui, n'est pas à sa première action dans le sens de favoriser la transparence. Vous allez vous rappeler que dans le cadre de l'initiative des transparents des industries extractives, M. Moubenga avait refusé de valider les comptes de la DGRAD il y a quelques années. Et ça lui avait valu toutes les insultes possibles. Mais c'était vrai que ces comptes n'étaient pas traçable et 89 millions de dollars. On dit que vous mettez trop l'accent sur cette histoire de 15 millions et pourtant Luzo Obambi en a parlé, il y a des découlages et tout ça. Mais pourquoi cette focalisation sur cette histoire de 15 millions? Et pourtant les fraudes, il y en a partout, hein, il n'y a pas que là. Mais là, la différence, madame, c'est que nous avons le rapport de l'IGF. Voilà la différence. Tout ce que M. Zolo avait fait, il le faisait lui-même. Comme conseiller chargé de la... Comme conseiller chargé. Mais ici, la différence, c'est qu'il y a une institution de l'État congolais et le président de la République a le devoir de protéger les institutions de l'État. Mais qui avait convoqué l'IGF à la présidence? Quand il a dit qu'il a été convoqué, qui l'avait convoqué pour faire taire dossier? Il faut dire d'abord que le directeur du cabinet du président de la République avait écrit pour faire suspendre toutes ces enquêtes. Il ne faut pas oublier aussi qu'ils ont été interpellés par les conseillers du chef de l'État en matière de sécurité pour ce qui concerne M. Moubenga et d'autres inspecteurs ont été convoqués à la police. Nous disons tout simplement que ce genre de comportement, c'est de l'intimidation. Maintenant que le président de la République a reçu M. Moubenga ainsi que d'autres inspecteurs, c'est que nous souhaitons, c'est que le président de la République, parce que l'IGF dépend de lui, qu'il puisse ordonner que les enquêtes qui ont été suspendues soient reprises. Si le chef de l'État ne le fait pas, est-il complice? Parce qu'il y a des gens qui disent on peut y arriver au point de dire que non, le chef de l'État est complice dans cette histoire. S'il ne laisse pas les inspecteurs travailler librement, s'il y a obstruction de la justice, c'est que le chef de l'État y est pour quelque chose aussi. Non, je ne pense pas qu'on doit aller vite en besogne. Il faut tout simplement, comme nous l'avons déjà dit, que si ces enquêtes ne gênent pas la présidence de la République, il faut que le président autorise que les enquêtes continuent. Maintenant, quand il s'agit du silence du chef de l'État, je dois vous dire, madame, que c'est quand même une affaire qui embarrasse au niveau national comme au niveau international la politique du président de la République en matière de lutte contre la corruption et contre la corruption et les détournements des biens de l'État. Un mot, oui, parce que nous sommes en train de courir, c'est vrai que l'idée est là qu'on laisse les inspecteurs... Un mot par rapport à la levée de l'immunité de Mike Mukibai, comme les gens disent... Bon, non, mais moi, je pense ça devait arriver. Ça devait arriver. Et je voudrais souligner quand même un fait important,
c'est que quand nous entrons, nous avons des responsabilités publiques, nous devons savoir comment nous exprimer et quels sont les mots que nous devons utiliser, surtout quand on est un acteur public. Nous allons parler maintenant de notre ministre de tutelle, Jolino Makelele, qui a été élevé au rang de ministre chargé de la communication des médias, et de l'audience qu'a accordé le Premier ministre, M. Ilukamba, par rapport à la gratuité de l'enseignement. Ministère de Médias et des Communications, Jolino Makelele occupe déjà ce bureau et succède à son ancien camarade de l'Université libre de Bruxelles. Élu député provincial indépendant en 2006, Jolino Makelele est un ancien directeur général de la GECAMIN Europe. Selon certaines indiscrétions, David Jolino Makelele a été dans le passé proposé aux mêmes fonctions au ministère comme à la télévision nationale, offre qu'il avait déclinée après sa sollicitation à l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe, où il a exercé pendant plus de 3 ans les fonctions du porte-parole. Comme pour dire, l'homme n'est pas innocent de nouvelles responsabilités mises à sa charge. Déjà, et aussitôt investi, il a rappelé dans son cabinet un autre expert, Kudura Kasongo, qu'il a nommé directeur de cabinet. Une nomination qui traduit la volonté et la détermination de relever les défis dans le secteur de la communication et des médias, actuellement en pleine mutation de l'analogie au numérique. Ancien journaliste et star de la télévision, Kudura Kasongo a été dans le passé lointain ministre et député. Récemment, il a assumé sans démériter les fonctions du porte-parole du président honoraire, Joseph Kabila. Un choix judicieux de Jolino Makelele pour booster les secteurs et faire encore mieux que ses prédécesseurs. Le gouvernement Ilunga Ilunkamba, résolument engagé à réussir le défi de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que le Premier ministre a réuni ce jour les ministres et structures impliquées dans ce processus. Vice-premier ministre en charge du budget, ministre d'État à l'enseignement primaire, secondaire et technique, ministre des Finances, directeur de la Banque centrale ainsi que la directrice de la paie ont ainsi reçu de la part du chef du gouvernement les orientations censées résoudre les écueils liés à l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, je peux assurer à tous les enseignants que, à partir du mois de septembre, donc le réajustement qui a été annoncé sera fait, puisque déjà nous sommes en train de trouver des moyens et la paie sera faite bientôt. Le Premier ministre a donné des instructions pour que tout ce qu'on a dit par rapport à la paie des enseignants, par rapport au fonctionnement, les frais de logement et de transport, non payés dans les écoles primaires, il faut que tout ça soit résolu. Il faut dire que le non-versement par l'État congolais de certains frais liés au fonctionnement des écoles publiques est à la base des dysfonctionnements constatés dans certains établissements scolaires qui se sont carrément résolus de ne pas rembourser les frais perçus des parents si le gouvernement ne s'acquittait pas de ses engagements. Pendant ce temps, dans d'autres écoles, surtout conventionnées catholiques, la dispensation des cours semble tourner au ralenti, avec pour risque la dégradation encore un peu plus de la qualité de l'enseignement en RDC. Alors, je profite de l'occasion pour féliciter le nouveau ministre des Communications et Médias, Jolino Makelele, sans oublier son directeur de cabinet, Kudura Kasongo, qui a été pour moi un modèle dans le journalisme. Parce que chaque fois, on me posait la question, quel est votre modèle des journalistes? Moi, je répondais toujours Kudura Kasongo, parce qu'il était pour moi un modèle dans ce noble métier. Alors, pour vous, Jolino Makelele, serait-il le prochain Mende? Je ne pense pas. Le contexte n'est pas le même. Il vient de l'opposition. Je pense qu'il doit s'inscrire dans la vision du chef de l'État, qui est celle d'un État de droit
Et l'état de droit signifie qu'on ne parle pas de n'importe quelle manière. Défendrait-il bec et ongle son chef? Quand je dis chef, c'est son patron, le Vital Kamerhe ou le chef de l'État? Parce que Mende le faisait, hein, en tout cas, il défendait bec et ongle Joseph Kabila. Quelles que soient les questions, il ne ménageait pas ses efforts pour défendre Joseph Kabila. Je pense que celui qui doit parler pour les comptes du président de la République, c'est M. Kassongo Moïma, qui est son porte-parole. Lui, il est porte-parole du gouvernement. Je pense que la nuance, elle est importante et M. Lambert Mende avait créé une confusion qu'on ne peut pas accepter. Mais je voudrais quand même dire que je suis content de voir que M. Makelele a pris M. Koudoura comme son directeur de cabinet. Ça, je suis très content dans la mesure où j'estime que les intelligences du Congo, partout où elles sont, même si on n'est pas des mêmes bords politiques, il faut aller les chercher pour contribuer à ce que... C'est ce qu'a promis un peu le chef de l'État qui n'est pas un Congolais contre un autre Congolais, le Congo d'abord. Mais fort malheureusement, nous constatons que pour, par exemple, être conseiller dans certains ministères, il faut être dans un parti politique. La lettre de M. Kabouya, il faut qu'il prenne les combattants de l'UDPS, il faut qu'on donne les 10%. C'est discriminatoire. Pourquoi c'est discriminatoire? Ils ont combattu pour ça, 37 ans, pour prendre le pouvoir. Non, mais il ne faut pas considérer... Il doit être récompensé aujourd'hui. Non, mais il ne faut pas considérer que le pouvoir est un bien privé. Tous les Congolais qui ont de l'expertise, de la compétence, doivent être mis à profit. Madame, vous pensez que 80 millions de Congolais... Ceux qui marchaient, ceux qui suaient, ceux qui prenaient des balles, des bâtons et tout ça, aujourd'hui ils ont le pouvoir, mais vous pensez que quelque part, Mais madame, vous pensez que pas tout le monde qui était dans la rue, quand le CLC a fait ses manifestations ici, qui ont beaucoup secoué le régime de M. Joseph Kabila, ils étaient dans des partis politiques? Non. 80 millions de Congolais ne seront pas dans les partis politiques pour un jour prétendre être conseiller de telle ou telle autre personne. C'est discriminatoire. Il faut que ceux qui sont au pouvoir puissent se mettre en tête que partout où on peut trouver de l'expertise, que ce soit dans les partis politiques ou en dehors des partis politiques, il faut les prendre. Parce que le pouvoir, c'est un pouvoir des Congolais. Pas des partis politiques. Pas des partis politiques. Ça, qu'ils vous entendent. Mais par rapport à la quantité de renseignements, j'ai posé une question à un ami qui a des enfants en France. Je lui ai dit, on sait qu'en France, par exemple, l'école primaire est gratuite. Ouais. Mais réellement, vous ne payez absolument rien en France? Il a dit, mais non, Paulette, nous payons quand même la cantine, nous payons les frais de fonctionnement, nous payons à part le Minerval en soi. Est-ce que c'est peut-être ça qu'aujourd'hui les parents ne comprennent pas? Parce que quand il y en a qui parlent de gratuité, ils pensent qu'il faut absolument rien payer. Est-ce que c'est ça ici en RDC? Que les parents ne doivent débourser 0 franc pour l'école primaire? Je pense personnellement qu'il faut que le gouvernement communique bien sur cette question. Vous voyez? Et que le gouvernement sorte par exemple un arrêté ou un décret du Premier ministre qui définit la gratuité porte sur quoi. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, il y a une très grande confusion. Il y a une très grande confusion. C'est pour ça que j'ai parlé de la feuille de route. Dans cette feuille de route, on peut définir beaucoup de questions et prendre le temps de vulgariser ces questions pour que les parents comprennent. Et à l'intérieur, est-ce que vous avez des échos à l'intérieur? Parce que Kinshasa n'est pas la RDC, parce que moi j'ai ouï dire qu'à l'intérieur, vraiment, bon, il y a des coins où ça va, des coins où ça ne va pas. Non, même ici à Kinshasa. Même à Kinshasa, il y a des coins où ça ne va pas. Dans le parcours, hein, oui, ça fait 2 semaines déjà, mais il y a une certaine lenteur. Exactement, mais maintenant, comme le gouvernement a rassuré que les moyens sont là, ils vont être payés, je pense que c'est encourageant. Parce que nous ne voulons pas seulement... Est-ce que la mesure n'a pas été prise un peu trop rapidement, Jean-Claude Katende, sans tenir compte des problèmes qui devaient s'en suivre? Il n'y a pas eu de préparation, ça on le sent. C'est comme le découpage. Hein? Oui, ça on le sent, mais je crois qu'avec une feuille de route sérieusement établie, on peut rattraper certaines choses. Parce qu'il faut dire aussi que ce n'était pas une décision facile à prendre. Sinon, le président Kabila l'aurait prise depuis bien longtemps. Est-ce que cela ne va pas, comme l'a si bien dit notre consoeur Élisée Odia, avec ce manque de volonté, je peux m'exprimer ainsi, des professeurs? Est-ce que ça ne va pas encore rendre vraiment, comment je peux dire, encore plus... vraiment médiocre, réduire la qualité de l'enseignement. C'est pour ça que nous pensons que
la gratuité doit marcher ensemble avec la qualité. Et pour faisable, cette équation est faisable. Ah oui, c'est faisable avec la feuille de route. Et dans cette feuille de route que nous, on a proposée, la première chose, c'est de faire l'évaluation, l'audit de tous les enseignants à travers le pays. Est-ce qu'ils sont au niveau, parce que dans certains villages, ce sont les D6 qui donnent des enseignements. Mais par rapport aux écoles privées aujourd'hui, beaucoup de parents, j'ai posé la question à beaucoup de moi je préfère mettre mes enfants dans une école privée, là où moi je suis sûr que les conditions sont bien, les professeurs enseignent, le programme est suivi et tout ça. Est-ce que ça ne crée pas, comme on le dit, une certaine cassure dans l'éducation nationale aujourd'hui entre les écoles privées et les écoles de l'État aujourd'hui? Non, mais le problème aussi, c'est que c'est pas évident que dans toutes les écoles privées, on donne les enseignements comme il se doit. Parce qu'il y a aussi des écoles qui donnent des points aux enfants pour ne pas décourager les parents à retirer leurs enfants. Parce que si vous devez payer $1000 à la fin d'une année scolaire et que votre enfant reprenne la classe, c'est décourageant. Et on favorise certains enfants dans ces conditions-là pour ne pas décourager leurs parents. Je pense que c'est de la responsabilité de l'État qui a en charge l'éducation publique et l'éducation privée de pouvoir faire le suivi. Il y a même des écoles où il n'y a même pas une cour. De récréation de salle de gymnastique et tout ça. Nous, on a quand même étudié dans les bonnes conditions au lycée de Kimonza, on a quand même étudié dans les bonnes conditions. Mais par rapport aux langues nationales, Jean-Claude Katende, il y en a qui nous reprochent des fois d'être trop francisés. Que nos enfants perdent en tout cas la notion de langue nationale. Pourquoi cette réforme-là ne prend pas effet, qu'on donne les cours soit en lingala ou en kikongo comme sous d'autres cieux, en Tanzanie c'est le swahili, au Kenya c'est le swahili? Pourquoi chez nous les langues nationales sont ainsi banalisées ou mises de côté? D'abord, je pense que les langues nationales doivent être remises dans le programme. Mais je pense aussi qu'aujourd'hui, il y a une langue qui s'impose presque dans toutes les provinces, c'est les lingala. Pourquoi on ne donnerait pas cours sur l'ensemble du pays en lingala? Ce qui peut permettre plus tard, comme on le fait en Tanzanie. Vous savez qu'en Tanzanie, les débats même à l'Assemblée nationale, c'est en swahili. C'est en swahili parce qu'ils considèrent que le swahili, c'est leur langue officielle. Mais ici, la langue officielle, c'est le français. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand vous allez dans toutes les provinces, on parle de lingala. Et le lingala peut s'imposer comme la langue qui doit être enseignée à tout le monde. Et plus tard, nous pouvons nous mettre le français en deuxième position et considérer que le lingala, c'est notre langue officielle. Un Congolais doit-il, pour se sentir vraiment Congolais, parler les quatre langues nationales? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Congolais ne parlent que le lingala, ou soit sa propre langue vernaculaire. Est-ce qu'on ne doit pas imposer cela aussi, comme en Afrique du Sud, comme ailleurs? Parce qu'en Afrique du Sud, ils ont plus d'une dizaine de langues officielles. Pourquoi ne pas rendre ces langues officielles? Cela obligerait peut-être les Congolais à apprendre le swahili, les tchouba, le kikongo. Moi, je pense que c'est un grand avantage. C'est un grand avantage d'avoir toutes les quatre langues. Moi, j'en ai 3. Donc, je suis un peu plus avancé, mais j'estime que pour moi, c'est une richesse avoir toutes les langues du Congo. Et je crois aussi qu'on ne va pas se concentrer seulement sur le français et l'anglais. Il faut qu'on maîtrise les langues nationales. Et quand on les a, je pense que c'est plus facile d'aller dans toutes les provinces. Vous avez d'ailleurs mis l'accent sur l'anglais, j'allais en parler pour en terminer. Est-ce qu'on peut pas, parce qu'aujourd'hui les gens se plaignent que le français c'est pas c'est classé parmi aujourd'hui 5e ou 6e langue dans le monde. Vous avez vu l'exemple du Rwanda qui a carrément remplacé le français par l'anglais. Est-ce que la RDC ne peut pas miser, parce que nous sommes une grande force, une puissance en tout cas pour le devenir, est-ce qu'on ne devait pas prendre l'anglais comme une langue officielle, ou le remplacer l'anglais par le français? Non, je pense qu'on peut... Le français par l'anglais, pardon. Non, on peut aller avec les deux, mais il faut commencer par la gardienne. Non, apprendre l'anglais et le français. Oui, dès la maternelle. Comme ça, les enfants s'habituent déjà à gérer deux langues. Mais quand vous apprenez aux enfants l'anglais en première
en SEO ou en troisième des humanités, vous voyez. Afrique, hein, je me rappelle toujours. Voilà, voilà. Donc, les cerveaux n'est pas préparé à ça. Mais je crois que ça va être une richesse. Une richesse de plus. Nous allons prendre l'avant-dernier sujet, mesdames et messieurs. Nous allons parler du premier conseil de ministres. En tout cas, on l'attendait avec impatience, mais ça s'est tenu cette semaine. Et la réaction du ministre, M. Kambale, par rapport à la spoliation des patrimoines de la jeunesse, parce qu'il est ministre de la jeunesse. Au cours de ce tout premier conseil des ministres, il était question de donner quelques orientations sur la conduite des affaires du pays, avec pour objectif des résultats à impact visible dans les quotidiens des Congolais. Félix Tshisekedi a tenu à rappeler à ses collaborateurs ce qu'il a accompli alors que ces derniers n'étaient pas encore aux affaires. Il s'agit notamment de la décrispation politique, de multiples déplacements auprès des pays voisins en vue d'améliorer les relations diplomatiques, ainsi que le programme de 100 jours marqué par une série d'actions dans plusieurs domaines. Le président de la République a laissé entendre qu'au cours de son mandat, il va s'atteler à l'amélioration du social des Congolais. Il a indiqué sa détermination à ne plus voir les Congolais être malmenés sur les lieux de travail par des employeurs véreux. Félix Tshisekedi a par ailleurs exprimé son souci de la cohésion de l'action gouvernementale en insistant sur le fait que les ministres suppriment leur bord politique d'où ils sont issus. Il a déclaré qu'il n'y a pas question de cash ou FCC et que les deux coalitions forment une seule équipe, laquelle va désormais se mettre au service de la population congolaise. Il s'y est de noter que plusieurs dossiers restent pendants sur la table du gouvernement, d'autant plus que l'urgence s'impose dans certains cas, comme le déraillement du train dans la province du Tanganyika, la situation des réfugiés congolais rentrés d'Angola et livrés à leur triste sort au Kasaï, la rougeole et la maladie Konzo-Kwango et bien d'autres. Le compte rendu de cette rencontre a été lu par Jolino Makelele, nouveau ministre de la Communication. Je ne peux pas accepter que les bâtiments que l'État a mis à la disposition du ministère de la Jeunesse soient spoliés par des citoyens véreux. Et ça, je dénonce de la manière la plus ferme. J'étais à Kimbanseke, j'ai vu une grande partie de la concession du ministère spoliée par des individus. Je viens de Bandalungwa. Un pasteur qui a pignon ciré à Kinshasa, M. Moukouna pour ne pas le citer, il a mis son église dans l'enceinte du ministère de la Jeunesse. Jean-Claude Katongo, vous avez suivi le tout premier conseil de ministres présidé par le chef de l'État et rendu par le nouveau porte-parole du gouvernement, Jolino Makelele. Le chef de l'État a mis l'accent sur plusieurs sujets. Prenons d'abord cette question de il n'y a plus de cash, il n'y a plus de FCC. Possible cette union-là aujourd'hui, plus de coups bas entre le FCC et le cash aujourd'hui, c'est fini avec ce tout premier conseil de ministres? C'est pas facile, mais je pense qu'ils doivent s'y mettre s'ils veulent vraiment atteindre les résultats qui sont attendus par le peuple congolais. Et je crois que le président a bien fait d'insister sur le fait que... Ils n'iront plus quand l'autorité morale du FCC tape du poing sur la table. Ils vont y aller. Ils vont y aller. Ils vont y aller parce que, quelque part, ils ont une vie privée parce que leur vie en tant que militant d'un parti politique, ça ne concerne pas le gouvernement. Mais quand ils viennent au gouvernement, les dossiers qu'ils traitent, ils les traitent en tant que ministre de l'État congolais. Et ils doivent se mettre ça en tête. Il n'y aura pas l'influence de Joseph Kabila sur la gestion de la chose publique? C'est pas exclu. Mais si cette influence va dans le sens de faire profiter davantage... Vous allez être sûr que Joseph Kabila va faire profiter davantage Félix Tshisekedi? Là où lui, il a échoué, il voudrait que Félix gagne. Puisqu'on a ouï dire qu'il veut revenir en 2023. Hein. Je ne suis pas sûr. Ferait-il vraiment... Je ne suis pas sûr. Est-ce que la Constitution l'interdit de revenir en 2023? Non, il ne peut pas revenir. Vous êtes juriste? Non, il ne peut pas revenir. Est-ce que c'est écrit explicitement que le chef de l'État ne peut pas revenir en 2023? Non, mais le titre qu'il porte, il est sénateur à vie. Il faut qu'il meure d'abord pour revenir président. C'est clair. Alors, le chef de l'État a mis l'accent sur ses nombreux déplacements, parce qu'il justifie ça par le fait qu'il n'avait pas contre le gouvernement. Mais il a encore
un énième voyage, il va aller en Belgique, où on voit déjà ce combat entre les pros et les antifascistes à Bruxelles. Mais nous espérons vraiment qu'il n'y aura pas de casse, pas de problème en Belgique, parce que c'est vraiment une visite officielle en Belgique. Et après la Belgique, le chef de l'État se rendra aux États-Unis. Est-ce que selon vous, Jean-Claude Katende, est-ce que le chef de l'État doit diminuer un peu ses voyages à l'extérieur? Parce qu'aujourd'hui, on a maintenant un ministre des Affaires étrangères dans la personne de Mme Nziza Land. Il y aura Mme Nziza, je crois. Il y aura certainement des déplacements qui vont Nziza, voilà, Nziza. Il y aura des déplacements qui seront intéressants pour le président de la République et il devra s'y rendre. Ça, c'est important. Mais il y aura d'autres déplacements qui vont être effectués soit par la ministre des Affaires étrangères ou soit par d'autres ministres en suivant les questions qui vont être traitées. Si par exemple, ils doivent aller à Washington pour discuter de certains programmes avec la Banque mondiale et les FMI, c'est pas la ministre des Affaires étrangères qui va y aller, il y aura les ministres du budget, il y aura les ministres des Finances qui vont pouvoir aller. Mais je crois que dans le premier temps, c'était quand même utile, compte tenu de la situation conflictuelle laissée par le régime du président Kabila, avec beaucoup de pays à travers le monde, il fallait que le président donne les tons de la reprise, de démontrer à nos partenaires au niveau africain et international que maintenant la République démocratique du Congo a pris l'option de se réconcilier avec ses partenaires parce que ce partenariat, il est important. La fuite des documents dans les réseaux sociaux, nous avons suivi dernièrement, en tout cas la toute dernière fuite, c'est l'ordre de mission de ce voyage à Bruxelles. Tous les noms de ceux qui vont y aller ont fuité et même ceux qui vont assurer la sécurité du chef de l'État. Comment expliquez-vous, Jean-Claude Katende, cette fuite des documents à la présidence de la République? Non, mais on n'y comprend rien. Pourtant, Vital Kamerhe a dit qu'on doit combattre cela, mais ça continue. Ça provient d'où cette fuite? Oui, mais le problème, c'est que si les gens ne sont pas sanctionnés, comment ça va s'arrêter? C'est ça le problème. Et je pense que ceux qui sont responsables du cabinet du président de la République doivent se remettre eux-mêmes en cause. C'est qu'il y a au sein du cabinet du président de la République des gens qui diffusent ces informations. Et ça, c'est quand même des fautes graves parce que ce ne sont pas des documents destinés au grand public. Il n'y a pas que ça. Il y en a qui disent, réfléchissons autrement, il y en a qui disent, oui, c'est la transparence, vous voulez la transparence, tout ce qui se fait à la présidence de la République, nous devons les rendre publics pour que la population puisse juger de ce que nous faisons. Non, je pense que les gens ne peuvent pas se comporter comme ça. Même dans un État transparent, il y a toujours ce qu'on appelle les secrets d'État, des choses qu'on ne met pas à la disposition du grand public. Ça, je pense qu'il faut des enquêtes sérieuses au sein du cabinet. Il doit interdire les smartphones dans la présidence de la République. Comment sous Kabila, il n'y avait pas tout ça? On ne comprend pas comment sous Kabila, il n'y avait pas de fuite de documents comme ça. Non, mais le problème, c'est que vous avez affaire à des personnes, à certaines personnes qui ne sont pas professionnelles, à certaines personnes qui ne comprennent pas quel est le rôle, n'est-ce pas, qu'elles doivent jouer. Vous avez des conseillers du président de la République qui passent partout en se pavanant d'être conseillers du président de la République. Combien de conseillers du président Macron nous connaissons? Parce que des conseillers, c'est en fait des gens qui ne doivent pas être visibles. Un cabinet mobilier en quelque sorte. Même si nous les connaissons, mais nous ne devons pas mettre le nom sur la figure, en fait, en quelque sorte. C'est ça. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses sur lesquelles nous devons vraiment insister pour que ça prenne fin. Vous avez aussi un autre problème au cabinet là-bas, c'est le fait que quand vous écrivez au président de la République, vous n'avez aucune réponse, même pas un accusé de réception. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas un secrétariat à la présidence de la République? Mais c'est la question que nous nous posons. Moi, je peux vous dire que l'Azado a écrit plus de 15... Vous avez déposé quelque chose qu'on vous a jamais répondu? Des 15 lettres, même pas un accusé de réception. C'est pas possible. Mais vous vous rendez compte, et cela n'est pas seulement le cas de l'Azado, c'est le cas de beaucoup de citoyens. Mais on doit revoir ce cabinet, c'est quand même flagrant à la présidence de la République, il n'y a pas un secrétariat pour... Vous vous rendez compte? Et moi, je dis à certains d'entre eux qu'il faut recourir à M. Matata,
qui peut vous donner, vous partager son expérience. Parce que M. Matata, je me rappelle, hein, oui, chaque fois que vous lui écriviez la semaine prochaine, vous avez une réponse, au moins l'accusé de réception. Et ça montre que les cabinets fonctionnent. La présidence de la République fonctionne. Moi, je me rappelle que j'ai connu cette Yalé vraiment très tête, parce que j'entendais parler de cette Yalé, mais j'ai jamais vu la tête de cette Yalé. Il pouvait passer par là. Personne ne connaissait en tout cas cette Yalé, à part une poignée de personnes. Mais aujourd'hui, tous les conseillers de Félix Tshisekedi sont connus. Mais ils veulent qu'on les connaisse. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas quelle est la déontologie. Comme vous avez suivi et qui dénonce la spoliation du patrimoine du ministère de la Jeunesse, que doit-il faire? Non, mais il ne doit pas se considérer... Il a d'abord fait le constat, hein, maintenant, que doit-il faire? Mais madame, il ne doit pas se considérer comme étant encore dans l'opposition. Il ne doit pas se considérer comme la société civile. C'est nous, la société civile. C'est nous, les citoyens, qui devons dénoncer. Le ministre doit prendre des décisions. Comme faire déguerpir cette église qui exactement. Requérir par exemple la justice, les agents judiciaires pour faire déguerpir ces gens. Il doit décider, mais il ne doit pas rester encore comme à l'époque où ils étaient dans l'opposition contre le président Kabila, où il ne faisait que dénoncer. Non, aujourd'hui, ils ont le pouvoir, ils doivent décider. Voilà, nous allons terminer par cette situation, une fois de plus, triste à l'est de la République démocratique du Congo. C'est le plaidoyer des victimes de l'incendie à Bukavu et par rapport à la journée mondiale de l'alphabétisation. L'incident dépasse les autorités provinciales et oblige la population victime à tourner son regard vers l'exécutif central. Ce cas d'incident enregistré ce mardi à Bukavu dans le sud Kivu a touché plus de 200 ménages à Kadutu et Nyamugo. Une conséquence lourde qui fait de cet incident un cas humanitaire appelant à la solidarité nationale pour assister les victimes actuellement sans domicile. Une interpellation pour l'actuel ministre des Solidarités nationales et Action humanitaire. Déjà avons-nous appris, Steve Mbikai Mabuluki était chez le Premier ministre ce mercredi pour soumettre ce cas à Ilunkamba avant d'envisager une intervention sur terrain. À noter que cet incendie d'origine inconnue a causé plusieurs dégâts matériels et blessés graves. Déclaré le 8 septembre par la Conférence internationale des Nations Unies en sa 14e session du 26 octobre 1967, la journée internationale de l'alphabétisation de cette année est célébrée sous les thèmes l'alphabétisation et le multilinguisme. Cette journée a pour objectif de rappeler à tout être humain l'importance de l'alphabétisation qui relève de la dignité et des droits humains. Ceci pour progresser vers une société plus alphabète et plus durable. Malgré ces progrès réalisés, les problèmes de l'alphabétisation persistent. Ils sont répartis inégalablement entre les pays et les populations. À cet effet, la prise en compte de la diversité linguistique dans le développement de l'éducation et de l'alphabétisation ainsi que des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie sont des éléments essentiels pour relever les défis et atteindre les objectifs du développement durable d'ici 2030, à ce que tous les jeunes et une portion considérable d'adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter. Par cette célébration, la RDC est comptée parmi les pays qui revoient leurs engagements de mettre en pratique les différentes résolutions prises par la communauté internationale en vue d'éradiquer ces fléaux qui est l'analphabétisation. Jean-Claude Kadende, l'éducation, la formation est quand même repris parmi les droits fondamentaux de l'être humain. Je sais que l'Azado, c'est par rapport aux droits fondamentaux. Est-ce que vous en parlez de l'alphabétisation, de l'éducation, de la formation au sein de votre association? Oui, il faut dire que l'Azado a eu une émission sur Radio 7, Je connais mes droits. Et la semaine dernière, nous avons parlé longuement de l'importance de l'éducation. Parce que nous estimons qu'il n'y a pas de possibilité de créer un état de droit avec des citoyens et des citoyennes incultes qui ne savent ni compter, ni lire, ni écrire. Donc c'est vraiment important.
Et quand vous regardez dans la Constitution, vous allez voir que non seulement la Constitution parle de l'éducation gratuite, mais aussi obligatoire. Ça veut dire en d'autres termes que tout enfant doit aller à l'école. Et ça, c'est un aspect, oui, c'est un aspect que nous n'avons pas encore mis en œuvre, que nous devrions mettre en œuvre pour que personne ne puisse justifier la présence d'un enfant à la maison pour tout simplement la raison que les parents n'ont pas l'argent, les parents ne s'intéressent pas à l'éducation de leurs enfants. Et il faut que nous passions de l'éducation gratuite à l'éducation obligatoire. Je ne veux quand même pas terminer cette émission sans poser cette question qu'un internaute m'a dit de vous poser, Jean-Claude Katende. Qui est derrière l'Azado? Les Congolais. Sûr. Il n'y a pas les multinationales, il n'y a pas les impérialistes, il n'y a pas les ambassadeurs, il n'y a pas... Parce qu'on a reproché dernièrement, j'ai vu sur le net, parce que nous vivons presque dans le net, que certains activistes ont été reçus par des ambassadeurs. Il y avait un déjeuner, tout ça, et beaucoup ont critiqué cela. Et je cite par exemple Gloria Senga qui n'est pas présentée. Beaucoup ont dit, mais qu'est-ce que tu fais avec un ambassadeur et tout ça. Alors, la question de savoir vos subventions, vos moyens, tout ça, qui est derrière la ZADO? Non, c'est une très bonne question. Est-ce que vous savez, madame, que les budgets de la République démocratique du Congo est financé en partie par les partenaires internationaux? Et moi, j'ai toujours... Ouais, je sais. Vous le savez, non? Oui, je sais. Alors, moi, je dis, ce qu'on donne à la ZADO, comme à d'autres organisations, par rapport à ce que l'État congolais reçoit, ce sont des miettes. Vous voyez? Ce sont des miettes. Donc, si il y a quelqu'un qui doit être instrumentalisé, c'est le gouvernement congolais. Parce que lui, il reçoit beaucoup de partenaires internationaux. Et nous ne recevons que des miettes. Vous savez, ce qui fait mal dans ce pays, c'est que les gens ne peuvent pas s'imaginer qu'on ait des Congolais indépendants, qui peuvent féliciter quand ça marche et qui peuvent contredire quand ça ne marche pas. Il n'y a aucune loi de la République démocratique du Congo qui interdit, n'est-ce pas, aux Congolais d'entrer en contact avec les ambassadeurs étrangers. Il n'y a aucune loi qui l'interdit. Ceux qui étaient au pouvoir hier, de l'AFDL, avant de venir prendre le pouvoir à Kinshasa, ils étaient en contact avec les Occidentaux. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui étaient aussi dans les ambassades, comme les autres. Mais pourquoi ça fait mal quand ce sont les ONG qui entrent en contact avec les ambassadeurs? Nous n'avons pas la honte de le dire. Vous êtes le cheval de Troie de certains parce que Vladimir Poutine, par exemple, a carrément supprimé certaines ONG chez lui. Il a dit non. Non, mais c'est un abus. C'est comme l'homosexualité en Occident. Il plaide pour l'officialisation même de cette pratique. Et même certaines ONG ici relaient ces propos parce que ce sont des droits reconnus, ce sont des humains, ce sont des hommes, ils ont le droit d'être libres, de faire ce qui leur semble, tout ça. C'est pour ça qu'ils ont peur que certaines pratiques occidentales soient, soyez les relais de ces pratiques les Congolais sont en erreur. Il faut regarder dans les traditions africaines, il y avait des homosexuels. Non, ne me dites pas ça. Ah oui, mais je vous dis. On dit que l'homosexualité n'est pas africaine. Non, il y en avait, mais c'était des gens marginalisés. Faites vos recherches et vous allez le voir. Les homosexuels ont existé dans les traditions africaines. Seulement que ce n'était pas connu. Moi, j'ai fait de la recherche là-dessus parce que j'ai travailler sur les droits de l'homme et les VIH-Sida. Vous voyez? Et quand vous regardez dans beaucoup des traditions africaines, les homosexuels étaient là, mais ils étaient marginalisés. Doit-on le légaliser? Doit-on légaliser l'homosexualité ici? Non, c'est que j'ai dit... Déjà, la position de l'ancien ministre Mouchobeko était niette, pas de légalisation. Mais pour vous qui êtes non, je voudrais légaliser cette pratique? Non, pour moi, c'est une question qui doit faire l'objet d'un débat national, pour que les Congolais décident de ce qu'il faut faire par rapport à cette question. Il faut consulter les gens, il faut leur donner la parole. Et je vais finir en disant, madame, que nous n'avons pas honte de dire que ce sont les ONG internationales qui nous donnent nos financements. Mais le gouvernement congolais ne nous donne pas des financements. J'aurais voulu que le gouvernement nous dise, d'ailleurs c'est une obligation constitutionnelle,
pour le gouvernement de pouvoir soutenir les ONG. Mais les ONG, parce qu'on les droits de l'homme particulièrement, parce qu'on les considère comme étant subversives, des ONG qu'on ne maîtrise pas, on ne leur donne pas des financements. On a créé, en quelques mots, Papi Mandé, qui est notre nouveau DG, accordez-moi 2 minutes s'il vous plaît. On a créé à l'Assemblée nationale une nouvelle commission de droits de l'homme. En tout cas, l'idée provient de notre excellente ex-consoeur Christelle Vwanga, qui a voulu qu'il y ait cette commission de droits de l'homme. Quelle est votre idée par rapport à ça? Non, pour nous, c'est une bonne chose. Mais il faut que cette commission travaille avec les organisations de droits de l'homme. Parce que nous, on est sur terrain. Nous, on est sur terrain, nous avons des préoccupations que nous pouvons soumettre à cette commission et nous allons effectivement le faire. Nous sommes en train d'atterrir un mot par rapport à tous ces incendies à Bukavu. C'est pas mal une autre incendie. Hein. Je pense qu'il faut faire une évaluation de la manière dont... Ce sont les maisons en bois qui brûlent ou c'est la SNEL? Qu'est-ce qui ne va pas à l'est? À Bukavu, il y a trop peu de maisons en bois, contrairement à Bukavu. Okay. Contrairement à Goma. À Goma, où vous avez beaucoup de maisons en bois. Mais je crois que c'est les problèmes particulièrement des installations électriques. Et ça, il faut qu'un jour, un débat soit organisé par rapport à la privatisation de la SNEL, parce que ça soulevait un tollé au Congo central. Il y a même des marches. Moi, je suis contre la privatisation de la SNEL. Parce que si on privatise la SNEL, nous allons nous retrouver dans une situation où le courant va coûter très cher, même si nous l'avons de manière sporadique, mais nous l'avons quand même à un prix abordable. Moi, je préfère, ça c'est mon point de vue, je préfère très cher que l'avoir. Parce que là... Mais vous serez à combien qui vont avoir le courant à ce prix-là? Parce que de toutes les façons, les Congolais dépensent. Il y aura toujours un moyen pour arranger cela. Merci donc Jean-Claude Katende. Merci madame, c'était avec plaisir. J'espère que la commission de droits de l'homme sera vraiment présidée par Christelle Vwanga parce que l'idée vient d'elle. Donnons-leur cette chance, c'est une nouvelle députée qui a des belles idées. Cette commission, on doit vraiment être là pour aider, en tout cas que la République démocratique du Congo soit la vitrine du respect des droits de l'homme. Merci aussi à celle qui m'a habillée aujourd'hui, Yvette depuis Dakar. Merci à Guy Mokoki, à Papi Mandé, qui a Freddy Kipimon à la régie finale. Merci à tous les internautes et à tous les followers dans Twitter. Laissez un peu Jean-Claude Katende tranquille, ne l'insultez pas trop. Il ne fait que son travail comme il a dit. Et nous nous retrouvons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir, sinon pas plus, le dimanche prochain. Inch'Allah.